saison 1, épisode 32. Mon beau petit Simon Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Antoine Brunet pour encore cette semaine et la suivante. Bonjour. Salut les gars. Salut Antoine. Juste vous dire que l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. De plus, les fans de hockey, la ronde 2 s'en vient. C'est au casino que ça se passe. Ce mercredi, ça commence le 6 mai. Ça commence avec un party de visionnement, plus de 4000$ en prix à gagner. Un DJ, l'animation, ne manquez pas ça, 18 ans et plus. Aussi, le souper pour la cage, le tirage a été fait. Les gagnants seront contactés pour la soirée VIP avec Mathias et le Serpent pour le souper du 11 mai. Parfait. Parfait, on a bien hâte. Me trouves-tu beau? Ben, J'ai perdu 9 livres. Oui, honnêtement, Mathias. À force de là, bûcher du bois dans la forêt, puis honnêtement, couper l'alcool. Regarde-moi. Oui, OK. C'est parce que, Mathias, honnêtement, là, tu sais, moi, mon souhait pour toi, c'est que tu sois une personne en santé. Ouais. OK, mais ton corps, là, je peux pas dire que je porte bien attention à ce que tu as de l'air. Là. Tes bras, ta bédaine, tes cuisses, ça me dérange pas Ouais, trop. ma bédaine, justement. Ben non, mais whatever, là. Moi, On est comme un vieux couple, moi, Simon, je veux juste que tu sois en santé. Le reste, je t'analyse pas au peigne fin à chaque semaine. Bon. On parle-tu du Canadien? T'as Ben, dû stresser hier, toi. Regarde, moi, là, je stresse pas devant le hockey. OK? Ah non? Non, Je pensais que tu stressais que le Lightning allait perdre. Regarde, moi je stresse pas devant personne. Je vais juste faire un commentaire général sur la série. Ouais, C'est sûr que hier, le Canadien, entre guillemets, méritait pas vraiment de gagner une UTT de Dobèche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne méritait pas de gagner la série. C'est ça la différence. Parce que le match 6, on peut dire que c'est plus Vasilevski qui a fait pencher la balance du bord Puis, du Lightning. on va en parler un petit peu. Ouais. Puis on en a entendu parler beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, ce qui va être le fun, c'est que toi, tu as regardé Buffalo avec tes Oui. yeux de lynx, puis tu vas, Oui. dans le premier épisode, tu vas vraiment nous analyser l'équipe sous toutes ses coutures. Mhm. Mais d'abord, écoute, Hudson, je pense qu'a vraiment démontré que c'était non seulement un défenseur exceptionnel, mais un défenseur qui n'aurait jamais de problème en séries éliminatoires. Ben, c'est ça. Moi, c'était la dernière case à cocher. Hein? Tu te souviens que je t'avais dit pour les Nutsons, je voulais voir comment ils se débrouillaient en série. Et puis, Tampa Bay, c'est quand même pas facile de jouer contre eux. Fait que oui, je pense que lui et Dobèche ont été les joueurs les plus utiles aux Canadiens en série. Là, je dois donner pas le cadeau, mais en tout cas la palme. La palme à Dobèche à cause du match d'hier soir, mais les Nutsons vraiment pas loin en arrière. Écoute, Dobèche, je t'avoue que j'étais sceptique, je suis renversé. Puis, il a complètement changé avec l'arrivée de Mario Marciano. Oui, c'est vrai. Je me mélange tout le temps entre Marco et Mario. Ouais. Je pense que c'est Mario. C'est pas Marco? Marco. Oui, Excuse-moi. Marco Marciano. Ça a changé complètement. Tu l'as vu, qui était plus... Sans blâmer l'autre, mais il y avait une affinité entre... Éric Raymond, pour le nommer. Il y avait une affinité entre ces deux-là, puis tu vois que ses déplacements, c'est... Bien, c'est ça. C'est que ce que j'ai remarqué de Dobèche, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que souvent, je parlais à des fans du Canadien cette année, puis ils me disaient « Oh, quand quelqu'un lance sur Dobèche, je retiens mon souffle. » Il y avait beaucoup de retours, il y avait toutes sortes d'acrobaties, des fois un peu... acrobatique. Oui, c'est ça. Puis là, on a vu un gars, si on peut dire, qui réussissait les arrêts, je te dirais, assez facilement. Oui, le Canadien l'a aidé dans le sens qu'on faisait un mur devant lui, on bloquait des lancers, mais il en reste pas moins que il a donné quoi? Un mauvais but peut-être dans la série? Puis moi, ce qui est important, pour moi, je fais 15 ans que je te le dis, les performances d'un gardien de but, pour moi, c'est pas les arrêts spectaculaires, c'est pas le pourcentage d'arrêts nécessairement, c'est plus, est-ce qu'un gars donne des mauvais buts? Puis Dobèche, je pense que j'ai vu un mauvais but dans la série. Bon. Je pense que plus la série avançait, plus Suzuki a quand même été performant. Oui, ça s'est amélioré, peut-être dans les 2-3 derniers matchs. Mais moi, ce que je crois, c'est que regarde, quand une équipe fait 4 rondes, mettons comme les Panthers de la Floride ont fait dans les 3 dernières années, ils ont fait 12 rondes de série. Si tu analyses tous les joueurs, même les meilleurs, ils n'ont pas nécessairement eu 12 bonnes séries. Alors, un joueur, des fois, ça lui convient moins de jouer contre telle équipe, puis une autre équipe, ça lui convient plus. Alors, un gars comme Suzuki, oui, contre Caroline, contre Tampa, ça a été plus difficile, le premier trio au complet, en général. Mais qu'est-ce qu'il dit que contre Buffalo, ils ne seront pas le meilleur trio? Puis s'ils gagnent contre Buffalo, ben, qu'est-ce qu'il dit qu'après ça, ils n'auront pas de la misère dans la série suivante? Ou contre les Hurricanes, probablement. Contre les Hurricanes, probablement, c'est ça. Alors, ça, moi,
j'aime toujours mieux, avant de juger un joueur en série, j'aime toujours mieux voir l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, on a beaucoup critiqué Mitch Marner à Toronto les dernières années, mais en général, il faisait une ronde. Mais peut-être que s'il avait fait 4 rondes, si Toronto s'était rendu à la finale 3-4 fois, on aurait pu dire, ah ben Marner, finalement, là, il était bon, là, il était moins bon. Mais l'échantillon était toujours que Toronto se faisait éliminer, Marner n'était pas bon. Peut-être qu'à un moment donné, il faut saisir le message, là. Mais c'est pour ça que je te dis, on va attendre un peu avant de porter des jugements. C'est fou pareil de penser que Toronto a mis quoi, 7-8 ans avant de franchir un tour. Oui. Le Canadien, à sa deuxième présence en série, franchit déjà le deuxième tour contre une très bonne équipe. Ah Fait que, oui. tu sais, les excuses du... Ben, c'est sûr des que Maple Toronto Leafs- affrontait des équipes comme Tampa à l'époque où ils gagnaient la Coupe Stanley. Puis Tampa Bay, on l'a vu, ils sont pas l'équipe de 2020-2021. Non, mais ils Ça, ont c'est affronté officiel. le Canadien, Mais- ils ont affronté Columbus à un moment Mais donné. c'est ça, il y en demeure pas moins que c'était un adversaire difficile pour le Canadien. Puis ils ont battu. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on avait dit, Mathias, au début de l'année? On avait dit que si le Canadien gagnait une ronde, ça serait formidable dans la progression. L'année passée, ils font les séries. Cette année, ils gagnent une ronde. Peut-être l'an prochain, ils gagnent 2. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je me dis, tout ce que le Canadien fait cette année, c'est du bonus. Ben, je me disais ça avant le 7e match. Ouais, c'est du bonus. Je suis très curieux. Oui. Très, très curieux de t'entendre. Je pense pas qu'il y a tant de monde au Québec qui ont vu tous les matchs de Non. Buffalo-Boston. Ben, c'est parce que ça joue en même temps. Hein? Alors, il fallait les enregistrer puis les visionner Exactement. après, là, ce que j'ai fait. Là. Ouais. Puis ma première question, instinctivement, est-ce que le Canadien a plus de chances contre les Sabres que contre le Lightning? Ouf! Regarde, si tu m'avais posé la question il y a 2 semaines, parce que c'est vraiment là qu'il fallait la poser, sans connaître le résultat qu'on ne t'aime pas, même si je pensais que Tampa gagnerait, je pense que ça va être plus difficile pour le Canadien contre Buffalo. Oh! Ouais. Et je vais te dire pourquoi, mais en même temps, je vais également mettre des bémols sur les Sabres de Buffalo, parce qu'il faut oublier, là, c'est pas c'est pas les Penguins de Pittsburgh de 1991, c'est pas l'Avalanche du Colorado de 2022, les Sabres. Là. C'est pas une équipe nécessairement qui se dirige vers une dynastie. Mais c'est une très bonne équipe. Alors moi, je vais y aller premièrement avec les points positifs des Sabres, où je crois qu'ils ont peut-être un avantage sur le Canadien. Je crois que le top 9 des Sabres, le top 9, est supérieur à celui du Canadien. Ils ont de tout sur chaque trio. Tu regardes le premier trio avec Tage Thompson, Peyton Krebs, Alex Stock. Hey, ton Peyton Krebs, Oui, là, il joue bien. que t'aimais beaucoup, là, Oui, il joue bien. il est rendu sur le premier trio. Oui, Ça là, a pris je du vois, temps, hein? là, je vois le Peyton Krebs que j'adorais au repêchage de Que 2019. tu voulais choisir, d'ailleurs. À la place de Caulfield. de Caulfield, parce que, il faut quand même le dire, j'avais Caulfield 10e sur ma liste. C'est juste que j'avais Krebs et Alex Newhook avant Cole Caulfield. Newhook est quand même plus compteur que Caulfield. Oui, hier, oui, OK. Et après ça, tu vois, ils sont allés chercher, ils ont échangé du talent, comme Mathieu Savoie et JJ Peterka, pour aller chercher du muscle, mais du muscle talentueux. Ryan McLeod et Josh Doan. Et moi, McLeod, là, c'est ma révélation. Ah, pas moi. Parce que c'était un gars de milieu de formation, 3e trio. Ouais. Là, il joue au centre du 2e. Il joue en 2e vague supériorité numérique. Il joue en infériorité. Écoute, il fait tout. Regarde, on va parler des Oilers Edmonton tout à l'heure. Je vais parler de McLeod. Parce que, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était un membre des Oilers d'Edmonton, alors que l'année qu'ils se sont rendus, la première fois qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe. Ensuite, il y a toujours des marqueurs, comme Jack Quinn, Jason Zucker. Ce pas des grands joueurs, mais c'est des gars capables de marquer des buts. Et le troisième trio, un gars fatigant, Zach Benson, également avec du talent offensif. Josh Norris, quand il n'est pas blessé, qui est quand même un très bon joueur de hockey. Et Josh Doan, qui est le prototype de l'ailier de puissance que tout le monde cherche. Le gros gars robuste qui bardasse et qui marque des buts. Sur un 3e trio. Sur un troisième. Fait que c'était un bon échange, finalement. Peter Cott, personne ne comprenait à un moment donné, l'été dernier, quand Buffalo l'a échangé. Puis, en effet. Et avant de parler du 4e trio et d'autres choses, je vais parler maintenant du top 4 de Buffalo. Top 4 de Buffalo, il est fort. Oh! Byram, Samuelson, Dallin et Power. Power, nette amélioration cette année. Je pense qu'il est dans la bonne chaise. Je ne voyais pas un défenseur numéro 1 en lui, mais un bon top 4. Et là, il est vraiment meilleur que dans les années précédentes où j'étais dur envers lui. Mathias Samuelson, c'est le typique défenseur défensif classique à faire jouer avec un gars comme Dallin. 6-6. Power, 6-6. Voilà. Il est comme son père.
les plus vieux se souviendront de Ulf Samuelsson, qui avait gagné la Coupe à Pittsburgh, qui était le même genre de défenseur. C'est pas le... Ah, je pensais que c'était le fils de Gel. De Mathias Samuelsson. Ben non, c'est Mathias qui s'appelle. Le gars de Pas Buffalo. Mathias, le fils de Gel. Shell. Gel, oui, c'est peut-être le fils de Shell. Ah, mais c'est en le fait, fils de Shell. c'est le fils de Shell, mais en fait, c'était tout le même genre. Là. As-tu regardé, Antoine? Ils étaient tous bâtis dans le même moule. Puis Bowen Byram, vois-tu, on a échangé au Colorado Casey Middlestat, tu sais, qui n'était pas si fort que ça, qui était décevant, je te dirais. Puis on va chercher Bowen Byram. Peut-être l'Avalanche, à ce moment-là, avait peur que Byram soit enclin aux blessures. Ben, il y avait beaucoup de Il y avait eu commotion. Middlestat au Colorado, c'est correct, mais je pense que de ce côté-là, Buffalo a gagné Ils l'échange. l'ont déjà échangé à Boston. Oui, c'est ça. À Boston, c'est correct, mais... Ouais. Ah, ok. oui, c'est ça. Je m'excuse, là, j'ai oublié le Boston. À Boston, c'est correct, mais il y en avait un pas moins que... En fait, Mais je pense Buffalo a gagné l'échange. Byram, qui est à 6 pieds 1, 205 livres, est le plus petit de la gang. Là. Oui. Fait que ça, c'est pour les points positifs. Tu m'as même pas parlé de... M'as-tu parlé d'Allen? Ben, je l'ai mentionné. Qui est là. le Victor Edmond. Ah ouais, c'est Victor Edmond. Et là, lui... On cherchait le père de Mathias Samuelsson. Ouais. Oui. C'est... Je sais pas comment prononcer Gel. ça. Gel Samuelsson. Ah, KJL, t'avais raison. Ouais. Est-ce que son oncle est Ulf? Son oncle, c'est Ulf Voilà, Samuelsson. alors c'est ça. tu t'en sortiras pas si mais facilement pareil. non, mais les deux avaient joué dans la Ligue nationale. Fait que, bon, là, j'ai parlé du top 4, du top 9. Ça, Tu as c'est Logan vraiment... Stanley aussi, c'est la troisième Ouais, paire. mais c'est là où je m'en vais, là. Ah. Là, moi, je vais aller vers peut-être les points de Buffalo qui me portent à réfléchir. Le premier, c'est un cliché, mais c'est quand même une équipe qui n'a pas d'expérience en série. Ben, ils ont un tour éliminatoire. Ouais, un tour. Alors, on sait que historiquement, c'est difficile pour les jeunes équipes qui atteignent les séries pour la première fois de se rendre très loin. Ça peut arriver, mais historiquement, c'est difficile. Fait que tu trouves que le Canadien a plus d'expérience que Buffalo avec Un petit peu plus. 5 matchs contre Ben, Washington? l'année passée. Il y a eu l'année passée. OK. Tu sais, Puis on a quand même beaucoup de gars encore qui sont allés jusqu'en finale de la Coupe. Oui, il reste des gars de Bon finale point, de 2021. Bon point, Antoine, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, dans les buts. Tu sais, ils ont commencé avec UPL, ou Pekka Luukkonen. Luukkonen, ouais. Oui. On l'enlève, on met Alex Lyon. Alex Lyon était bon cette année. Mais Alex Lyon, c'est vraiment pas un nom. Moi, les gardiens de but, j'ai toujours dit, c'est pas nécessaire d'avoir un nom, mais il faut que le gardien soit bon. Mais là, Alex Lyon, il est bon. 30 ans, jamais Oui. repêché, Ouais. un auxiliaire de carrière. Mais est-ce que c'est nécessairement fiable ou si tu lances un d'or avec Alex Lyon? Peut-être que lui, une série, il peut être bon, l'autre série, il sera pas bon, l'autre série va être bon. Puis à ce moment-là, ben, c'est peut-être contre le Canadien qui va être bon ou pas bon. Fait que là, on n'est pas plus avancé finalement. On n'est pas plus avancé de ce côté-là. Maintenant, le quatrième trio des Sabres est la dernière paire de défenseurs. Le quatrième trio des Sabres, c'était tout un trio avec Sam Carrick au centre et Beck Malenstein et Jordan Greenway à l'aile. Sam Carrick, un fatigant capable de faire des jeux. Beck Malenstein, un fatigant tough, capable de compter quelques buts. Et Jordan Greenway, un gars, une vraie armoire à glace. Le problème, c'est que là, Sam Carrick ne sera pas là pour la série. Il a recommencé à patiner par contre. OK. Puis là, on n'exclut plus. Ça, c'est oui? une nouvelle des dernières Ah, minutes. OK, on n'exclut plus qui joue quand. Ben, peut-être qu'il pourrait revenir pour le deuxième tour. Ah, OK. Parce Ouais. que là, on parlait absence pour la série, tout comme Noah Ostlund, Ouais. un de tes jeunes joueurs préférés, Mathias, Ouais. qui a été très bon à Buffalo cette année. Alors ça, c'est sûr que c'est des blessés, c'est pas des joueurs top, mais il y en a pas moins qu'on a besoin de profondeur dans les séries. Puis quand il y a des joueurs comme ça qui sont blessés, ça peut faire la différence. Je suis pas en train de te dire qu'il va jouer non plus Carrick, là, mais... Non, mais au moins, tu me dis que c'est une possibilité. À la défense, la dernière paire. Quand Buffalo a fait l'échange pour aller chercher Colton Parayko, qui a été annulé par le fait que Parayko a refusé la transaction, on se demandait, il y en a qui se disaient, pourquoi? Ils ont déjà un top 4. Ça donne quoi d'être chez Parayko? La profondeur en défensive, elle est importante en série. Et là, on a vu dans le premier tour qu'on a fait jouer le top 4 à satiété parce qu'on ne faisait pas confiance au 5e, 6e, 7e Un défenseur. peu comme le Canadien, non? Oui. Mais là, Oui. Dobson, Mais- le retour de Dobson change tout. Là, ouais, c'est ça. Là, Michael Kesselring, on essayait d'éviter de le faire jouer trop contre les gros joueurs de Boston. Connor Timmins, c'est comme ci, comme ça. Logan Stanley, c'est pas mal trop vite pour lui.
Kesselring aussi, tu sais, ça va vite pour ces gars-là. Kesselring puis Logan Stanley. 5 minutes. Luke Shen, oublie Ils vont ça. jouer 5 minutes. Oui, mais là, ça signifie qu'il faut que tu fasses jouer ton top 4 50-55 minutes. Ouais. Et là, à domicile, c'est correct, mais au Centre Bell, Martin Saint-Louis, le dernier changement. Alors, probablement qu'on va leur donner, les deux gars de Buffalo, tout le temps des départs en zone offensive pour limiter les dégâts. Mais à un moment donné, c'est quand même Martin Saint-Louis qui a le dernier changement. Alors, il peut peut-être arriver puis profiter de cette faiblesse-là des Sabres, qui en est quand même une, d'après moi, qui est notable. Tu sais, des fois, tu as des 5e, 6e défenseurs qui font le travail. Ça, ces gars-là, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de faire le travail. Mais Fait que ça peut être dangereux pour les Sabres. Puis là, écoute, un gars dont on parle pas, là, excuse-moi, là, mais Alexandre Carrier, là, au Oui. premier tour éliminatoire, Oui. avec Dobson blessé, là, à 23 minutes par match, il a fait une sacrée bonne... Il n'a pas eu une grande saison régulière Non. comparativement à la précédente. Non. Il a fait une Christie job en série. Puis Oui. là, c'est soit Dobson, ou s'il n'est pas en forme, ou lui qui se retrouve sur une 3. Fait que la troisième paire du Canadien est pas mal plus solide. Mais encore là, est-ce que tu peux garantir que Carrier, en deuxième ronde, ne sera pas comme durant la saison? Ben, ça va déjà être mieux que Logan Stanley ou ouais. Kesselring. C'est ça. Regarde, on va voir. On va voir. C'est très difficile à prédire d'une série à l'autre comment les joueurs vont se comporter. Mais moi, j'ai fait quand même un portrait global selon ce que j'ai vu des Sabres de Buffalo en première ronde contre Boston. Est-ce que c'est un style de jeu qui convient moins bien aux Canadiens que le Lightning ou au contraire? Tu vois, il y a deux écoles de pensée là-dessus. Moi, j'étais... C'est un joueur... Ça va être plus ouvert. OK? T'aimes pas Montréal, là, il n'y avait pas de place sur la glace. Il n'y avait pas de place. C'était épouvantable. C'était vraiment étouffant. J'ai jamais vu une série dont les 7 matchs se sont terminés par un but. Ouais. Je pense que Buffalo, le style convient mieux aux Canadiens, parce que ça risque d'être plus ouvert. Mais la question est de savoir, est-ce que Buffalo est peut-être justement meilleur que le Canadien? Puis que si ça finit 5-4, ça pourrait être Buffalo qui gagne 5-4? Moi, je regarde la défense. D'abord, la défense est nettement meilleure que celle de Tampa, là, avec ce top 4-là. Ben oui, ben oui. Parce que là, tu as la défense de Tampa, là. Évidemment, tu as Radish qui est sorti de nulle part, qui est très bon. Chernak qui est stable. Oui. McDonough, ça ralentit. Ça ralentit, ben oui. Moser fait une bonne job, mais Oui. puis tu sais, après ça... J'aime mieux celle de Buffalo. Par contre, il n'y a pas de Vasilevski à Buffalo. Non. Mais on parle d'égalité dans les deux équipes. D'ailleurs, sur Mise au jeu plus, si on voulait parier sur l'équipe qui gagne la série, la cote est égale à 1,91 pour les deux équipes. Je connais Vois-tu? pas ça, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu paries, tu as le même montant. Le retour Il n'y a aucun identique favori Ok. en ce moment. que tu prennes Canadien ou Buffalo. Donc, ça veut dire que c'est vraiment là, c'est vraiment égal. Même en saison régulière, les deux ont gagné, je pense, 2 matchs chaque. Ils ont joué 4 En fois. plus, ouais, Ouais. ça veut rien dire Non. les fiches en saison, mais écoute, c'est tellement... Je pense pas que ce soit deux équipes qui se ressemblent, mais ce sont deux équipes qui, quand tu mets dans la balance les forces et les faiblesses, tu arrives quasiment à égalité. Moi, j'avais pris, dans la presse, là, ils Oui. nous demandent nos prédictions. T'avais J'avais pris quoi? pris Canadien en 7 contre Tampa. OK? Là, je prends Buffalo en 6. OK, Buffalo en 6. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai fait mes prédictions pour Call Sport aujourd'hui. On nous a demandé nos prédictions. J'imagine que tu as pris Buffalo en 6. Ben, évidemment, je n'étais Oui, pas pour prendre c'est ça. Canadien en 6. Non, mais des fois, Ouais. on change d'idée après en avoir une fait... heure. Là, ouais. Ah, non, mais des fois. Et tu vois, j'ai également pris Buffalo en 6. Puis, avais-tu une idée de premier tour? Ah, j'avais Tampa en 6. Bon. Mais je dois te dire une chose. Est-ce que je suis tombé en bas de ma chaise que Canadien gagne la série? Non. Et comment te dire? Je ne tomberais pas en bas de ma chaise si le Canadien battait Buffalo pour les raisons que je t'ai données. Mais j'ai moins confiance que le Canadien gagne contre Buffalo que contre Tampa. OK. Puis là, Je sais écoute, pas à si je l'ai bien Tampa, expliqué, là. Ouais. Tampa, j'ai fait ma chronique là-dessus dans la presse, là. Je pense pas qu'on va voir les Thunder d'Oklahoma City, même si c'est probablement ce que tu ferais, toi, à Tampa. Malheureusement. Oui, ça va faire un bon sujet pour un futur Mathias et Serpent. La situation du Lightning de Tampa. En résumé, juste pour donner un aperçu, la bande-annonce, comme on dit, je te dirais que Tampa, c'est le candidat idéal pour tout démolir et reconstruire au bon moment. Autrement dit, ne pas attendre, comme Chicago, que toutes les vedettes soient usées à la corde pour les laisser aller et recommencer absolument à zéro. Là, Tampa pourrait faire un ménage complet
aller chercher une tonne d'actifs puis remonter le terrain d'ici 3-4 ans. De la façon dont ils sont en ce moment, à un moment donné, ils ne pourront plus tout le temps échanger leur premier choix. Ils n'auront plus d'espoir à échanger. Et puis je sais qu'ils ont des trouvailles. Il y a des belles trouvailles, des gars comme Radish. Je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a un fait. Ça fait 48 qui sont éliminés en première ronde. Fait que là... Puis tu dis oui à Tampa, mais non à Ottawa parce que le noyau est un petit peu plus jeune à Ottawa, Oui, c'est c'est ça? parce que le noyau est plus jeune. Ouais. On va aller à Edmonton. Oh mon Dieu. J'ai eu un choc. Non seulement McDavid, mais Draisaitl qui ont dit oui, on prend le blanc, mais on a fait un pas de recul, puis ça inclut, mais ça c'est Draisaitl qui a dit ça inclut les entraîneurs et ça inclut la direction. OK. T'as-tu déjà vu ça? Une vedette parler ouvertement comme ça de la direction? C'est comme si on disait, vous êtes aussi bien de sacrer Stan Bowman dehors parce que nous, on ne veut pas rester. Bien, à l'époque que Guy Lafleur n'avait pas la langue dans sa poche... Irvin Grundman. Oui. On lui... chez le Canadien, on n'aimait vraiment pas ça quand Lafleur... Puis là, McDavid parle, puis personne ne dit rien. Ils ont peur de lui. Ils ont peur qu'il s'en aille. Oui, mais là, c'est sûr que McDavid non plus n'a pas comparé son GM à un gérant de salon de quilles. De salon de quilles, oui. Il faut dire que Grundman avait aussi un salon de quilles. Il avait aussi un salon de quilles. Il avait le Saint-Laurent. Il était conseiller municipal également. Et il avait été nommé directeur gérant du Canadien en remplacement de la légende Sam Pollock. 79. Ouais. 78. Il avait même gagné une coupe, Grundman. Mais c'était une coupe avec les cendres du travail de Sam Pollock. C'est sûr. C'est ça. Donc, t'attends-tu à ce qu'on échange, qu'on mette Bowman dehors ou qu'on échange McDavid? Regarde, l'histoire de Bowman, elle est quand même... moi, je ne suis pas un grand fan de Bowman, là, je ne l'ai jamais été. Mais l'affaire avec Edmonton, c'est que c'est quand même Jeff Jackson, le président des opérations hockey, qui, avant d'embaucher Bowman, avait dépensé beaucoup d'argent le 1er juillet 2024 pour aller chercher des Victor Arvidsson, des Jeff Skinner et compagnie. Et il s'est retrouvé à l'été ensuite où il n'était plus capable de payer Dylan Holloway et Philippe Broberg. Alors, c'est une situation qu'on a laissé moisir en espérant que les gars signent parce que c'était des agents libres avec restriction. Et au mois d'août, alors que tout le monde est en vacances, Saint-Louis nous sort 2 offres hostiles. Et là, Stan Bowman arrive. Oui. Et là, il faut qu'il gère ça. Oui, mais il aurait pu aussi. Parce que lui, il avait dit en entrevue qu'il ne méritait pas ces contrats-là. Alors que là, aujourd'hui, voilà. Broberg est défenseur numéro 1 à Saint-Louis. Oui. Puis Holloway vient de signer un contrat de 8 millions. Ouais, un bon joueur top 6. Puis, tu sais, exactement ce dont Edmonton avait besoin. Et je vais revenir au point de Ryan McLeod. En finale de la Coupe Stanley, quand les Oilers s'étaient rendus en 7 et qu'ils avaient passé très proche de gagner la Coupe, ils avaient Ryan McLeod, Dylan Holloway, Philippe Broberg. 3 bons jeunes joueurs qui pouvaient un peu améliorer l'équipe de soutien d'Edmonton qui était vraiment pas forte. Puis là, tu te dis, au moins, on a des jeunes pour appuyer McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins, Zach Hyman et compagnie. Et là, on va chercher McLeod pour Savoie. On nous dit, c'est à cause du plafond salarial. McLeod va coûter trop cher. Savoie, c'est un contrat recru. Savoie a quand même eu une bonne saison, mais il n'apporte pas ce que McLeod apportait à Edmonton, de la vitesse, de l'agressivité et également quand même un gars capable de faire des jeux. Tu sais que McDavid a pris 12,5 millions par année. Oui. Il aurait pu en avoir 18, 19. Oui. Et là, on paye. Oui. On investit, je pense, c'est 7,5 millions. 7 sur Jack Wallman. Sur 2. Pas juste lui. Sur 2 gardiens. Oui. Tristan Jarry. Oui. Et l'autre qu'ils avaient signé qui a été racheté. Oui, OK. L'ancien de Toronto, Campbell. Jack Campbell, ça c'est un petit bout de temps qu'il avait été racheté. Oui, mais il paye... Fait que là, l'an prochain, puis l'année suivante, si je ne m'abuse, c'est 7,5 millions sur un gardien, puis il en cherche un numéro 1. Je sais. Fait que là, tu as 7,5 millions qui pourraient être dans le compte de banque de McDavid. Oui, là. mais surtout à la place de McDavid, moi, ce qui m'aurait fâché, regarde, Jake Waldman, là, j'ai rien contre lui, mais il en demeure pas moins que Edmonton donne un premier choix à San Jose pour ce gars-là. Premier choix qui, d'ailleurs, avec l'élimination des Oilers, va être un choix top 20. Et ensuite, McDavid prend 7 millions de rabais. Oui. Il signe à 7 millions de rabais. Puis on se retourne de bord, puis on donne 7 millions par année à Jake Wallman.
Moi, si je suis McDavid, là, Ben, je suis insulté solide. mais hein. Parce que, OK, Waldman, correct, là, mais... Et puis je sais, ça prend des joueurs, faut que tu... Mais c'est l'économie réalisée. Tu sais, fait que, mettons, McDavid prend 18,5 millions. Tu peux avoir un joueur à 1 million qui va performer à peu près comme Waldman. Ben, puis là, écoute, tu t'envoies échanger Brett Kulak. Tu sais, tu vas chercher Tristan Jarry, dont les Pingouins voulaient se débarrasser du contrat. Oui. Tu donnes Kulak puis un choix de deuxième tour. Ben oui. Pittsburgh, après, récupère un autre choix de deuxième tour et Samuel Girard pour Kulak. Puis là, Edmonton donne un choix de 2 pour aller chercher Connor Murphy pour compenser la perte de Kulak. Non. Écoute, c'est broche à foin. Écoute, si McDavid dit, moi, là, regarde, j'ai 2 ans de contrat, je reste pas. C'est sûr qu'il faut qu'il l'échange. Ben voilà, je pense que c'est là où la conversation devient intéressante. McDavid, avec 2 ans de contrat, vaut plus qu'avec 1 an de contrat. À 1 an de contrat, il est un joueur de location. Mais là, on va faire une supposition. Admettons que cet été, là, il veut encore se donner une chance. Les Oilers veulent... Mettons cet été, il ne bouge pas. Il devient un joueur de location l'été prochain, 2027. Il y en a beaucoup qui ne se rappellent pas. Oui, il y a eu d'autres circonstances qui ont entraîné l'échange de Wayne Gretzky. Mais en avant pour moi, Wayne Gretzky était également un joueur de location lorsqu'il a été échangé. Il lui restait 1 an de contrat à Edmonton. Et là, ce qui est arrivé, on l'a approché. Il a donné une liste d'équipes où il était prêt à aller. Il y en avait quelques-unes. Vancouver, Détroit, Philadelphie, Los Angeles. Et là, on a négocié un contrat avec lui. On lui a donné 3 millions par année. Et après ça, Edmonton a négocié une transaction quand même. C'était difficile de négocier une transaction avec LA parce que Gretzky partait. Et qu'est-ce que Edmonton a demandé en retour? On avait demandé à l'époque Luc Robitaille, qui était un marqueur de 50 buts. Los Angeles dit non. On veut jumeler Gretzky à Robitaille. C'est beau. On se revient d'abord et Edmonton dit OK, mais ça nous prend Jimmy Carson. Jimmy Carson, à 19 ans, venait de compter 55 buts. On en a parlé dans l'espoir de la semaine, il y a quelques semaines. C'est un record qui tient encore. 55 buts à 19 ans, ça n'a jamais été battu. Donc, Edmonton a demandé un joueur régulier. On a donné Martin Gélina, qui venait d'être repêché quelques semaines plus tôt au 7e rang. Donc, un espoir à l'époque de premier plan. Et Gélina a eu une belle carrière dans la Ligue nationale en tant que, généralement, joueur de milieu d'alignement. Et on a eu 3 choix de première ronde qui étaient fin première ronde parce que Los Angeles était devenu une très bonne équipe avec Gretzky. Je pense que ça peut être un peu, je sais que c'est plus la même époque, je sais qu'il y a le plafond salarial, je sais que Gretzky avait de l'argent qui avait été échangé, mais en avant pas moins, c'est quand même une base de discussion pour les Oilers d'Edmonton, dans le sens que tu ne peux pas aller chercher McDavid juste contre des choix et des espoirs. Puis, ça va prendre un joueur établi. Est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent se permettre ça? Bien, il y a des équipes qui se le permettent. Dernièrement, je voyais une liste où il y avait quelques équipes qui étaient nommées. C'est sûr qu'il y a 2 équipes en Californie qui peuvent le faire, San Jose et Anaheim. Moi, j'inclus le Canadien dans cette liste-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une équipe qui fait cet échange-là, oui, elle doit donner quelque chose, mais elle ne doit pas trop s'affaiblir. Parce que je te donne un exemple. Mettons que l'échange se fait avec une équipe qui a moins de profondeur. Mettons les Kings. On prend les Kings. Là, ils ont 0 profondeur. Je le sais. Mais mettons là, qu'ils disent, là, on va donner Byfield, Kempe, etc. Ben là, il n'y a plus de club. Ouais. Tandis qu'Anaheim, San Jose, Canadiens peuvent donner un morceau important sans nécessairement trop s'affaiblir pour l'avenir. Exemple, San Jose, moi, d'après moi, Michael Misa ferait partie de la transaction. Michael Misa, il commence. D'après moi, ça va être un excellent joueur dans la LNH. Mais pour le moment, San Jose ne s'affaiblit pas en donnant Michael Misa. Oui, ça prend Misa, ça prend Eklund, ça prend les 3 choix. C'est ça, exactement. Puis, je ne sais pas, Canadien, qu'est-ce qui ressemble regarde, à l'échange? Juste pour le fun, qu'est-ce qui ressemble à l'échange de Gretzky? Bien, regarde, Jimmy Carson, 55 buts. Il avait le même âge, hein, en passant. McDavid a le même âge que Gretzky quand il a été échangé, non? À peu près, oui. Ben, il y a 29 ou Gretzky avait 27, mais c'est pas loin. Okay. Qu'est-ce qui ressemble? Ben, Martin Gélina, je te dirais, 7e choix au total, joueur prometteur, Michael Hage. Fait que là, mettons. Donc, Caulfield, Hage. Jimmy Carson, c'est Cole Caulfield. Okay. Carson était plus jeune, mais en fait, on s'entend, on parle de 2 marqueurs de 50 buts. Caulfield, Hage, 3 choix de première ronde. C'est l'équivalent de l'échange des Oilers. Si tu mettais Demidov Demidov là-dedans? Jamais? Ou... Ben, t'essayes de ne pas le donner. Tu ne veux pas trop t'affaiblir à l'aile. Parce que j'ai l'impression que s'il il était pour avoir un échange, la première conversation, il y aurait peut-être Lane Hutson ou Demidov dans la conversation. OK, Lane Hutson, tu peux pas, parce que justement, là, tu t'affaiblis une position.
Il faut que ça soit à l'attaque. Demidov, Caulfield, peut-être. Oui. Regarde, il y a un gros morceau qui partirait. Oui, mais Demidov, il vient d'avoir 20, là. C'est ça qui arrive. Mais Si en on même prend temps- l'équivalent, oui, Jimmy Carson n'avait que 19, mais Jimmy Carson avait fait Je 55 suis pas buts. sûr que Edmonton prend Caulfield, Age, puis 3 choix de première pour McDavid, moi. Ben, Rainbacker. Ouais, mais Il n'y a regarde, pas une grosse valeur encore. c'est que ça prend un joueur d'impact. Exemple, mettons, on va transporter ça à Anaheim. Ben, Carter Gauthier vient de faire 41 buts. il a un. Et d'un. Là, après ça en prend un autre. Seneke. Oui. Puis 3 choix de première. Là, Anaheim. Mais ça, c'est déjà plus intéressant. Oui, mais en même temps, pour Anaheim, ça l'est un peu moins. Parce que là, Anaheim, ils perdent 2 joueurs de premier front. Tu sais, ça va être difficile de concocter un échange comme ça. Puis c'est sûr que plus il y a d'équipes où McDavid est prêt à aller jouer, plus les enchères vont monter. Une autre chose aussi, si tu fais un échange cet été, il n'y a aucune garantie que McDavid re-signe avec toi. Ben là, il faut que Si- tu t'arranges comme avec Dobson. Ouais. Ah, ben 2 Non, ans, c'est loin. 2 ans, tu peux signer. pas. Tu peux pas signer. Ouais. Et McDavid peut très bien dire, ben, on va voir. Bon. Il n'y a pas le choix. Mais si ça se fait en juillet 2027, mettons, le 2 juillet 2027, ben là, tu peux arriver et dire à McDavid, comme on a fait avec Mitch Marner cette année, OK, tu signes, puis après ça, on fait l'échange. Tu sais, Wayne Gretzky, ça a été ça. Wayne Gretzky a négocié avec les Kings avant que l'échange soit conclu. Donc, il y a un monde de différence entre McDavid échangé cet été et l'été prochain. Le pour de l'avoir cet été, c'est que tu l'as au moins 2 ans. Le contre, c'est que tu l'as peut-être juste pour 2 ans. J'ai hâte de voir, moi, si on va pas faire des changements de direction avant de faire des changements avec Draisaitl et McDavid. Oui, mais un changement de direction, là. Tu as un propriétaire qui s'appelle Ouais. Daryl Katz aussi. Ah oui, ça aide pas. Parce qu'à un moment donné, tu vois que ça part d'en haut, là. Tu sais, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu dis... oui, tu changes la direction. Ah, je vais chercher un nouveau génie, là, comme directeur Un général. Mozart. là. Oui, un Puis, adjoint en quelque Ouais. part, là, qui connaît les statistiques avancées. Là, ouais, OK. Laisse-moi faire avec les statistiques avancées, là. Tu as 1 an pour faire une équipe. Là, tu fais quoi? T'as-tu de l'argent? T'as-tu 11 millions à donner à Alex Stock s'il ne re-signe pas à Buffalo? À part ça, oui, Darren Radish. Il n'y a pas grand-chose, ça, dans le marché du joueur autonome. Tu veux faire un échange, tu fais quoi? Tu sacrifies qui? Pour aller chercher quoi? T'as pas de jeunes joueurs vraiment échangés, pas beaucoup. Hey, Edmonton, là, ils ne sont pas sortis du bois pour gagner la coupe avec McDavid. La chance, ils l'ont eu il y a 2 ans. Et à ce moment-là, avec McLeod, Holloway puis Brobert, je pense qu'il sera encore une équipe prétendante. Merci, mon beau Simon. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Mon cher Simon, est-ce que tu te sens un petit peu plus en liberté? Toujours le deuxième bloc. Un Tu bloc, l'aimes. un bloc que j'adore. Ben, les gens l'aiment beaucoup aussi, je crois. Ben, je l'espère. Alors, beaucoup de petites choses aujourd'hui. On va commencer par la fameuse loterie du repêchage Oh! qui a lieu mardi soir, donc la journée où notre podcast sort. Alors, ceux qui l'écoutent après mardi, les résultats vont être déjà connus. Bon, en ce moment, c'est Vancouver qui a le plus de chances de l'emporter à 25,5. Moi, ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le choix de Toronto. Toronto, en ce moment, possède le 5e choix. Cependant, ils peuvent gagner la loterie et choisir 1 et 2, mais il y a également la possibilité que 2 équipes, comme il est arrivé l'an dernier, les dépassent. Et dès qu'une équipe les dépasse, même pas 2, 1, ça devient le 6e choix. Et à ce moment-là, si c'est le 6e choix, ce choix-là est transféré aux Bruins de Boston. Attends. Ah, Une équipe peut remporter le premier lot oui, et les dépasser. oui. Et eux, les Maple Leafs, remportent le 2e lot. Et ils ont le 3e choix. Oui. Oui, mais ça, c'est 0,7% de chance. On est à moins de 1%. Mais tu as raison. Non, mais il y a 2 lots. Oui, il y a 2 lots. Alors, Toronto, c'est 1, 2, 3, 5, 6 ou 7. En ce moment, pour faire une histoire courte, les chances de perdre un choix top 5 et de se retrouver 6 ou 7 sont de 58%. Donc, les Bruins ont 58% de chances de repêcher dans le Ouais. top 8. Comment c'est arrivé? Les Leafs sont allés chercher Brendan Carlo l'année passée en retour de Fraser Minton et de ce premier choix. Protégé top 5, même pas top 10, protégé top 5. Alors, Toronto croyait vraiment en son équipe cette année. Mais là, écoute, c'est une suite de farces.
Oui. Parce que là, ça, c'est... Tu viens de congédier le directeur général, Brad Treliving, qui a fait ce cadeau-là aux Bruins. Et là, aujourd'hui, Ouais. tu embauches un gars qui a été suspendu par la Ligue nationale, qui n'a rien foutu en Arizona, qui est accueilli, honnêtement, avec des briques puis un fanal, et un président, Matt Sundin, qui a pas Ben, d'expérience dans son rôle. Regarde. On passe justement à mon deuxième bon, sujet. ça tombe Exactement. bien. Belle transition. La loterie, en passant, mardi prochain, on va en parler en longueur. On va faire peut-être un petit repêchage simulé des 3-4 premiers. Ah, super. Alors, mais pour le moment, ça ne donne rien. On attend les résultats. John Chayka, il est arrivé il y a 10 ans, à l'âge de 26 ans, en Arizona, et il était étiqueté comme un petit Mozart, comme le futur DG typique de la Ligue nationale, un gars songé, sa sœur Megan, qui était dans les statistiques avancées depuis des années, et lui était supposé révolutionner le monde du hockey par une nouvelle façon d'analyser les joueurs. Et là, moi, à un moment donné, au repêchage de 2018, ça allait déjà pas très bien pour Chayka. Chayka repêche au 5e rang Barrett Hayton. Donc, on le rappelle, il a laissé passer Quinn Hughes. Lui aussi. Et Noah Dobson. Et Noah Dobson. Un peu plus loin Dobson, mais Quinn Hughes 11 qui était quand même... là. Oui, mais Hughes, il était là. Il Ah, est sorti 7. Et là, il commence à parler de Barrett Hayton. Et il nous dit, j'ai visionné tous ses matchs cette année. J'étais fasciné par ce joueur. OK, là, déjà, moi, je me dis, OK. J'aime ça quand tu prends un autre personnage. Déjà, il est fasciné par Barrett Hayton. Toi, tu n'étais pas fasciné par Barrett Hayton. Pas du tout. Pas du tout. Correct, Barrett Hayton. Non, mais 5e choix, là, c'était élevé. Là. Même dans un repêchage poche, c'était élevé comme 5e choix. Mais moi, c'est pas tellement ça. C'est qu'il était fasciné, il était obsédé par Barrett Hayton. Soit obsédé par Connor McDavid, au moins. Tu sais, fait que déjà, moi, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça sort d'où, ça, qui est fasciné? C'est-tu des statistiques? C'est-tu, lui, une façon... Tu sais, on pensait que c'était, j'aime bien ce terme, un genre de sorcier, là, qui était capable de... C'est toi le sorcier. Ah oui, moi, j'aime bien utiliser ces termes-là. Il y a un genre de sorcier qui était capable de trouver des joueurs que personne d'autre voyait. C'est pas un serpent, là. Non, Il n'est pas serpent qui veut, hein? Et finalement, ben, ça a été un véritable flop. Le gars a été congédié et ensuite de ça, il a brisé les règles. Pendant la COVID, il a brisé les règles, pas de la COVID, mais il a brisé les règles de la Ligue nationale. C'est parce que dans ce temps-là, c'était difficile d'interviewer les joueurs. Il leur a fait passer des tests et lui, il leur a fait passer des tests en cachette avant tout le monde. Et ça, c'est illégal selon les règles de la Ligue nationale. Tu as le droit de parler aux joueurs, mais tu n'as pas le droit de leur faire passer des tests. Alors déjà, le gars brise la loi un peu. C'est douteux. Et là, il est disparu. Mais et moi, dans ma tête... Attends, il est sous-emploi avec les Coyotes, puis il va passer une entrevue pour avoir le poste au New Jersey, comme oui. avec 3 organisations. Là. Il y avait, c'est vrai. Ben oui. C'est-tu Philadelphie dans la NBA? Une équipe de la NBA. Oui. Oui, qui était la propriété Devils, du propriétaire des Devils. Puis il voulait acheter les Mets, puis il aurait chapeauté le département. Avancées. C'est M. Josh Harris qui est le propriétaire. Fait que lui, il est allé en cachette dans le dos des Coyotes. Écoute, c'est un petit vlimeux. Puis, mais nonobstant là, que ça soit un petit vlimeux, là, moi, j'analyserai pas tout ça. Là. Moi, je vais analyser ce qu'il a fait comme travail. C'est épouvantable ce qu'il a fait comme travail. Je sais que je pense que dans la presse, tu en as parlé. Tu sais, après un an là, de reconstruction, il va donner son set au total pour aller chercher Antti Ranta, le gardien. Puis Derek Stepan, un centre qui était pas pire, mais qui malheureusement pour les Rangers qui ont obtenu ce beau 7e choix, Bobrovsky et Gorton, qui étaient en charge à l'époque, vont chercher Elias Anderson. Ça n'a pas marché. Mais il y en a pas moins Avant ton favori Nick Suzuki. Avant mon favori. Avant Martin Necas. Avant Robert Thomas. Exactement. Elias Anderson, c'est drôle parce qu'il y avait vraiment un plafond de 3e trio à l'époque. Un plafond de 3e trio. Elias Anderson. Oui. Il y avait un plafond de 3e trio. Enfin, l'important, c'est pas de disséquer les Rangers, c'est de disséquer John Chayka. Déjà donné le 7e choix. Le gars se pensait arriver. Mais là, disséquer John Chayka, t'as sorti le scalpel pas pire, là. Puis, non, il a pas été bon. Je comprends que la situation était difficile en Arizona. Il fallait atteindre le plancher salarial. On ramassait des mauvais contrats juste pour ça. Je comprends tout ça, mais ça a été probablement une des grandes déceptions dans les 20-25 dernières années parce qu'on s'attendait beaucoup de ces gars-là. Et là, il disparaît dans la brume. Et là, on se dit, John Chayka, c'était une
Une étoile filante. Une étoile filante, un astérisque dans l'histoire de la NHL. Et là, la semaine passée, la firme qui menait des entrevues pour les Maple Leafs nous sort ce nom-là. Mais là, et Jonas Siegel dans l'Athletic aujourd'hui, dans The Athletic, Jonas Siegel qui est attitré à la couverture des Maple Leafs avec James Myrtle, il a dit les Maple Leafs de Toronto ne sont pas une organisation sérieuse. Et là, on parle d'un gars de beat de Toronto. Matt Sundin. Matt Sundin, moi, je lance pas la pierre aux gens qui n'ont pas fait leur preuve parce qu'on ne sait jamais. Matt Sundin est peut-être un génie du hockey, on ne le sait pas, mais ça sent beaucoup plus, l'embauche de Sundin, ça sent beaucoup plus on va chercher un nom, une gloire du passé pour donner de la crédibilité à notre équipe. Puis là, tu as Ty Domi qui est très proche aussi de la direction. En plus. C'est un grand chum de Sundin. Regarde. Un chum, c'est un chum, hein? Un chum, c'est un chum. Regarde, Sundin Domi peut-être connaissent le hockey. Je ne sais pas, je ne jugerai pas. Mais Chayka, par exemple, lui, on peut le juger. Alors, c'est vraiment... Regarde, c'est ahurissant, mais peut-être aussi que personne ne voulait la job à Toronto. Mais Regarde. selon toi, remettant en personnage, là, tu travailles pour les Maple Leafs, t'es ceux qui ont engagé ce nouveau directeur général. Ouais. Qu'est-ce qu'ils voient en lui, tu penses? Genre, c'est quoi comment il justifie de faire ça? Ben, est-ce que c'est possible que Chayka leur a dit ce qu'il voulait entendre durant l'entrevue? Moi, je pense que Pelé n'est pas très futé. Non. Comme un gars de hockey. C'est un gars de télé, là. Ouais. Et il s'est laissé endormir par un gars qui doit dire des belles phrases, qui a ses... C'est comme Steve Simmons, le journaliste de Toronto, pas une grosse crédibilité. Il l'a ramassé. Il n'y a pas une grosse crédibilité, mais il disait qu'il y avait 5 écrans, puis qu'il y en avait seulement un qui fonctionnait quand il est parti. Est-ce qu'il faisait semblant d'avoir des écrans? Ou peut-être des fois, tu as plusieurs écrans connectés au même ordi, je ne sais pas. Regarde. Mais ça sent là, un peu la bullshit. Oui, la poudre aux yeux. Oui, la poudre aux Fait que yeux. des fois, tu as des propriétaires, des PDG Ouais. qui connaissent pas ça tant que ça, puis Ouais. qui se font endormir. Bonne question, mais je pense que c'est ça, moi. Ben, moi, il y a 1000 domaines que je connais pas. C'est impossible qu'un jeteur de poudre aux yeux pourrait m'endormir. Ah, Le non. problème, c'est que dans ce temps-là, pourquoi l'embauche de ces gars-là est donnée à des gens qui connaissent pas le sujet à fond? Toi, là, c'est seul un fakir pourrait t'endormir. Oui. Et bonne. Fait que, regarde, à Toronto, je ne sais pas qui voulait de cet emploi-là. Personnellement, c'est sûr que si tu me l'avais offert, j'aurais sauté dessus parce que c'est le rêve de ma vie. Mais, si j'avais été, mettons, Toi? d'être directeur gérant dans la NHL. Ben, tu serais jamais allé à Toronto. Il Non, t'aurait mais- dit quoi non, faire. mais écoute-moi. Pelé t'aurait dit quoi non, faire. mais écoute, là, je l'aurais pris parce que, bon, à un moment donné, tu veux réaliser tes rêves. Mais je peux comprendre que des exécutifs qui voient d'autres portes s'ouvrir éventuellement, on dit non. Parce que, peut-être ils ne sont pas d'accord avec la philosophie de Pelé, mais surtout, c'est un cul de sac. C'est un cul de sac à Toronto. Là, ils veulent... Il y a 2 choix de première ronde qui vont perdre dans les 3 prochaines années, soit cette année, l'an prochain ou 2028. Il n'y a pas de relève, à part Matthew Nice puis Easton Cowan. Bon, enfin, si on peut parler de relève, dans le cas de Cowan, écoute, c'est 7 à 10 ans de purgatoire. Puis ils veulent garder Matthews et Bon. Nylander. Il l'a dit, Pelé, là, avant, là, t'as pas la job si tu veux les échanger. Bon, alors, dans le meilleur des cas, un nouveau directeur gérant, milieu de peloton. Il rafistole, Matthews fait 55 buts, Nylander fait 95 points, il échange Morgan Riley, ils vont chercher une coupe de gars à défense. Regarde, il rafistole, il manque les séries, ils ont le 12e choix au repêchage. Mais attends, là, check bien, toi, Darren Radish. Ah, ça sent Darren Radish Non, à ils vont Toronto. lui donner 14 millions par année. Ah oui, ça sent Ils sont Darren capables, Radish là, à 14 Toronto. millions Ah oui. par année. Hey, comme on dit, garde le tape. Oh, garde oui. le tape, Antoine. Si Darren Radish signe à Toronto. Ah, ils vont-tu lui donner de l'argent? C'est sûr que l'agent de Radish dit « Attends, Ah ouais. lui, là, il passe à la caisse. » Fait que c'est ça, c'est ça le dossier. Ça a pris une tournure vraiment imprévue. Tu sais, on se demandait qui la firme nous trouverait pour Toronto. Tu sais, quand ils avaient dit qu'ils embauchaient une firme, là, j'ai dit, vont-tu nous ramener Chiarelli? Vont-tu nous sortir un super directeur gérant de l'adjoint ailleurs? C'est John Chayka. Disons que la conférence de presse des Devils s'est mieux passée avec leur nouveau directeur général. Oui, Sonny Mehta. Ouais. À qui on donne le bénéfice du doute. Ouais. Écoute, Moi, il a les dit premiers bonnes directeurs choses, hein. gérants, je donne le bénéfice du doute, comme j'ai donné le bénéfice du doute à Mathieu Darche, comme j'ai Rick toujours Chowski. donné. À qui?
Éric Toski en Éric Caroline. Toski en Caroline. Regarde, je donne le bénéfice du doute. On ne sait pas, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant. Les adjoints, on ne sait pas. Peut-être qu'ils sont, même dans une équipe poche, ils sont peut-être complètement en désaccord avec ce que le directeur gérant fait. Puis dans les cercles du hockey, à un moment donné, c'est un très petit monde. C'est qu'à un moment donné, tu viens que les contributions de quelqu'un viennent à l'oreille de tout le monde. Ouais. Tout se sait dans le hockey, que ce soit junior ou Ligue nationale. Next. Gavin McKenna s'en va au championnat mondial pour représenter le Canada. Malheureusement, on n'aura pas de Matthew Schaefer et on n'aura pas de Connor Bedard. Mais McLean Celebrini va y être. Est-ce que McDavid va y aller? Est-ce que Crosby va y aller? On ne sait pas. Mais Gavin McKenna y va. Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Ben moi, j'aime ça à chaque année quand Albert Smith va jouer pour la Lettonie. J'aime ça quand les joueurs admissibles au repêchage vont là. Moi, je ne pense pas qu'ils peuvent perdre des points là-dessus, mais parce qu'ils jouent contre des hommes, des gars de la Ligue nationale, mais ça donne une bonne idée de voir comment ils se comportent. Quinn Hughes est allé, Leon Draisaitl est allé dans le passé, puis moi, je me souviens, pour l'Allemagne, il jouait tout seul, il était le meilleur joueur. Puis il m'avait beaucoup impressionné. Alors, il avait vraiment gagné des points. Slavkovski est allé. Slavkovski est allé. Capo Caco est allé. Oui. Fait que, oui. C'est ça. Alors, moi, je pense pas que McKenna Sean Farrell est allé. Oui. Je pense, mais lui, il était déjà repêché Ah, par oui? Canadien. Oui, quand il était. Ah oui, c'est vrai. Mais peu importe, il n'était pas encore dans la LNH. Moi, je pense que Gavin McKenna, il ne perdra pas de points. Est-ce qu'il va jouer 4 minutes par game? Est-ce qu'il va juste jouer contre la Pologne? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que s'il fait des belles choses, ça va être remarqué. Will Smith est allé il y a une couple d'années. J'aime ça quand les dirigeants font ça. C'est une belle vitrine et ça donne l'occasion à un gars comme McKenna de jouer, mettons, contre les États-Unis, contre 20 joueurs de la Ligue nationale, par exemple. Alors ça, c'est le fun. Là, il y a deux... il y a des gens qui, des fois, me posent des questions, puis c'est pas nécessairement une matière à réponse dans le courrier des auditeurs, mais je veux quand même élaborer sur une couple de choses. Il y en a qui m'ont dit, comment ça se fait que quand on te demande une comparaison entre un joueur junior et un joueur de la Ligue nationale, tu n'es pas capable de le faire? Puis c'est vrai, c'est pas ma force. Mais par contre... Tu parles de trouver des... Oui, des comparables. Ouais, tu sais, mettons, Gavin McKenna, c'est qui? Oui. Je ne sais pas, dans la Ligue nationale, c'est qui? C'est Un ça. genre de Patrick Kane. Ben, il y en a qui vont dire là, ouais. ça, c'est ça. Mais ça, j'ai de la misère avec ça. Cependant, il y en a qui me mettent face à mes contradictions, et j'adore ça dans ce temps-là, parce que ça me donne l'occasion de les justifier puis de faire une introspection. Il y en a qui m'ont dit, ben, comment ça se fait d'abord que tu nous dis tout le temps que quand tu compares, mettons, Lee Hudson, ben, tu le compares à un joueur junior, puis là, tu es bien certain de ta comparaison. Puis comment ça fait que tu peux dire que tel gars, ça ne marchera pas parce que tel gars n'a pas marché dans les... Je suis capable de comparer junior avec junior du passé, mais pas junior avec Ligue nationale. Autrement dit, si tu me dis le profil de Ryan Rubrek, exemple, qui est admissible cette année. Ryan Rubrek, moi, pas à ce point-là, là, fait que découragez pas si vous voulez le prendre dans vos poules, là, j'ai pas fait ma liste finale. Mais Ryan Rubrek, je peux te dire, ça sent Brad Lambert un peu. Brad Lambert, chez les juniors. Un joueur qui était capable du meilleur et de disparaître. Ouais, il joue en Finlande. Oui. Ouais. Je te dis pas que c'est la même chose, mais je te dis que c'est là que je suis capable de faire. Mais si tu me dis Ryan Rubrek, qui ressemble à qui dans la Ligue nationale? Je sais pas. Brad Lambert. Dans la Ligue américaine. Mais enfin, on se comprend. Fait que c'est un exemple, là. Alors, c'est pour ça que c'est ça que je veux clarifier. Je suis capable de comparer junior avec junior du passé, mais junior avec NHL, j'ai plus de difficultés. Un autre auditeur me demande, il trouvait que ça serait cool si pendant une période de 5 ans, que je repêche à la place, de façon simulée, que je repêche à la place d'une équipe en reconstruction et notre auditeur prend en exemple les Canucks. Ah. Alors, regarde. Fais donc ça pour les prochaines années. Je vais faire ça pour les Canucks. Je vais faire les choix des Canucks. On fera ça à notre dernier épisode de la saison. Mm-hmm. Puis je ferai les choix des Canucks. Puis écoute, on les mettra même sur le YouTube. Et avec Internet aujourd'hui, rien ne disparaît. Ah, que non. Fait qu'on va essayer de faire ça. Puis au fil des prochaines années, voir comment les Canucks sont repêchés, comment moi j'aurais repêché à leur place. Je prends les Canucks, c'est pas une équipe qui m'emballe énormément, mais c'est un exemple qui m'a plu. Un autre lecteur, Jonathan Desmarais, lui, il faisait référence la semaine passée à notre discussion sur les sénateurs. Là, pour moi, tu passes beaucoup de questions parce qu'on n'a pas annoncé à
à nos abonnés qu'on allait avoir un boni différent cette semaine. Hein? On va l'annoncer là, tout à l'heure. Non, c'est parce que c'est pas vraiment c'est des questions qui demandent un petit peu plus d'élaboration. Puis c'est plus, regarde, il y avait un long commentaire de Jonathan qui nous parlait de notre discussion sur les sénateurs. Et là, tu m'avais picossé à savoir pourquoi tu ne veux pas reconstruire. D'habitude, tu veux reconstruire. Le snake a changé. Le snake s'est adouci. Le snake n'est plus aussi drastique. Jonathan, il me demande, il dit l'évolution des Capitals, des Golden Knights et des Bruins, par exemple, depuis une dizaine d'années, est-ce que ça m'a influencé dans mon cheminement? Ah. C'est une bonne question. La réponse est non. Et je vais te dire pourquoi. Parce que, premièrement, les Knights, c'est un cas complètement à part avec le club d'expansion. Et la deuxième chose, les Caps et les Bruins, ils n'ont pas gagné la Coupe quand même. Depuis quelques années. Oui, les Caps, ils ont gagné depuis qu'ils ont réinitialisé, non. Ils n'ont pas gagné. Alors, pour moi, non. Je maintiens encore que la voie à suivre, c'est la voie des Blackhawks, du Canadien, des Sharks, des Ducks. Mais je suis quand même conscient qu'à un moment donné, il y a des équipes comme Ottawa que quand le noyau est encore jeune, ça serait complètement suicidaire de tout démolir parce que tu n'obtiendras jamais la valeur vraiment une assez bonne valeur pour les joueurs en question, puis tu peux te retrouver dans un no man's land pendant des années. Mais dans le cas de Tampa, on en a parlé tout à l'heure, on va en parler dans un épisode futur, je pense que là, c'est le moment. Ils ne le feront pas, mais on va quand même faire l'exercice pour le plaisir à un moment donné. Espoir de la semaine, espoir du passé. Du passé. Oui. J'ai l'habitude, moi, dans l'espoir de la semaine, de prendre un joueur retraité, parce que c'est l'exercice. Mais là, je vais prendre le plus récent retraité de la Ligue nationale. Et je ne m'attarderai pas sur sa carrière, parce que tout le monde la connaît, mais je vais m'attarder sur ses débuts. C'est Andrei Kopitar. Andrei Kopitar qui a été repêché en 2005 au retour du lockout, le fameux repêchage de Sidney Crosby et de Carey Price. Kopitar, il y a un fait qui passe un peu inaperçu dans son cas. Il a joué 20 ans dans la Ligue nationale. Et moi, il y a une statistique qui m'a frappé dans son cas. C'est que Kopitar a gagné, oui, 2 Coupes Stanley, mais il n'a franchi la première ronde que 3 fois. Ah. Et ça a été 3 ans consécutifs. 2012 avec la Coupe, 2013 la demi-finale contre Chicago, finale de conférence, et 2014 la Coupe Stanley. Wow, okay. Mais de 2006 à 2011, il n'a pas franchi le premier tour, et de 2015 à sa retraite, ils n'ont pas franchi le premier tour. Alors ça m'a frappé comme statistique. Il y a eu une pseudo-reconstruction. Il y a eu il y a eu une construction au moment où il est arrivé, ouais. Et il y a eu une autre pseudo-reconstruction qui n'a pas marché. Je ne blâme pas Kopitar. Je fais simplement donner cette statistique-là, parce que des fois, on aime ça, donner des faits et statistiques un peu inutiles, mais ça agrémente le podcast. Mais ça, c'est utile. Oui. C'est parce que ça ne démontre pas vraiment la valeur de Kopitar. Non. C'est plus anecdotique. OK. Kopitar, qu'est-ce qui est arrivé en 2005? Tu sais, le Canadien, là, il y a eu tellement un débat pendant des années. Un débat simplet. En 2005, le Canadien repêche 5e, Los Angeles repêche 11e, et en 3e ronde, Los Angeles va chercher un gardien de but obscur à l'époque, Jonathan Quick. Et là, l'amalgame facile, c'était pourquoi le Canadien a pris Kopitar et Quick? Puis laisser Carey Price ailleurs. Et Kopitar et Quick, c'est-tu meilleur que Price? Regarde, ça, c'est un amalgame qui est très facile. Jonathan Quick, il n'y a pas grand monde qui le voyait devenir un gardien de but étoile. Je ne sais pas si tu t'en vas là. Oui. Mais veux-tu la preuve aussi qu'il n'y a pas grand monde, dont les Kings, qui le voyaient comme un gardien étoile? Mm-hmm. Parce que la saison suivante, en 2006, 11e choix total. Oui. Les Kings de Los Angeles. Jonathan Bernier. Un gardien, voilà. Jonathan Bernier. Oui, 11e. Et tu as raison. Non, mais tu viens de m'aiguiller. Ouais. Non, tu viens de m'aiguiller vers la preuve que Jonathan Quick était vraiment pas dans les plans, mais non. Voilà. C'était Bernier qui était supposé être le gardien d'avenir. Voilà. Fait que là, en 2005, le Canadien choisit Carey Price, on le sait. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Kopitar est sorti 11e? Un gars aussi talentueux dans un repêchage qui n'était pas très fort quand tu y penses. Tu sais, Bobby Crosby. Bobby Crosby. Pas Bobby Crosby. Ryan. Bobby Ryan est sorti. Bobby Crosby, c'était un joueur de baseball. Jack Benoît Johnson Pouliot. sorti 3e. Ouais. Benoît Pouliot. Gilbert Brûlé. Ça n'a pas été un repêchage à tout casser. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Andrei Kopitar, lui, c'est un gars qui venait de la Slovénie, qui a joué son hockey mineur en Slovénie. Il était très bon, mais c'est un tout petit pays. Et c'est pas une grosse puissance de hockey. C'est ça qui
qui a été... Je te dis, il y a combien de pays meilleurs que la Slovénie? Il y en a au moins 15, là. Non, ça a été un facteur majeur. Alors là, M. Kopitar, lui, ne se retrouve pour la Slovénie que dans les tournois U18, moins de 18 ans et moins de 20 ans, les tournois secondaires. Il n'a jamais participé aux gros tournois majeurs. Alors, à l'âge de 17 ans, son année de repêchage, il décide de s'en aller en Suède, jouer dans la Ligue des moins de 20 ans, et il obtient 49 points en 30 matchs. Et là, ses statistiques frappent quand même. La Ligue de Suède de junior, c'est quand même bien. C'est mieux que la Slovénie, à 17 ans surtout. Mais, très important, il est allé jouer au championnat mondial. Et c'est la seule fois, moi, que j'avais vu Kopitar jouer. C'est lors des 6 matchs de la Slovénie au championnat mondial. Il a obtenu seulement 1 point. Mais moi, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais porté une grosse attention sur lui. C'était quand même un top espoir. C'était la seule occasion de le voir. Puis moi, je l'avais classé tout de suite après Sidney Crosby. Ah oui, 2. Je l'avais 2e. Alors, est-ce que je l'aurais pris au 5e rang? Oui. Puis là, pendant des années, il y en a qui ont dit, oui, mais Carey Price, c'est le meilleur gardien au monde. Mais le Canadien en arrachait également au centre. Ben, c'est sûr que Giroux, l'année suivante, mais... Fisher à la place de Giroux. Oui, mais ça n'a pas aidé. Mais on va prendre 2005. C'est sûr que le choix de Carey Price, c'est pas un mauvais choix. Carey Price, si on refait le repêchage, il part quoi? 2? 3? Chose de même? Oui. Carey Price, il s'en va, mettons, je ne sais pas, moi, avec Los Angeles. Est-ce qu'il gagne la Coupe? Il y a des fortes chances, tu sais. Mais alors, l'idée n'est pas de diminuer la valeur de Carey Price, mais c'est simplement de regarder la façon dont le Canadien était construit à cette époque-là. Parce que si Los Angeles... C'est ça? Si Price s'en va à Los Angeles, disons, l'année suivante, il ne repêche pas Jonathan Bernier. Là, voilà. À 11, là, ils peuvent en avoir un bon. Etc. Ouais. Mais bon, Los Angeles n'aurait pas pu prendre Carey Price parce qu'il était parti. C'est Mais ça, en fait, on se comprend. C'est juste pour faire un parallèle. Puis tu sais, pendant longtemps, moi, je disais sur ton blog, je disais, oui, c'est important d'avoir un bon gardien de but, mais ça prend juste quelqu'un. Mais une grosse équipe d'avoir un gars qui fait le travail. Puis là, non, Carey Price, c'est le meilleur gardien au monde. Puis longtemps, je pense que le Canadien, ce qui a été le talon d'Achille peut-être de Marc Bergevin, il était capable de construire un bon groupe de joueurs de soutien en général. Puis on va en parler un moment donné, on va faire un peu son bilan. Il y a quand même 8 ou 9 joueurs du Canadien de Bergevin qui sont encore là. Dont Jakub Dobeš. Repêché par Trevor Timmins. Exactement. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'ils ont peut-être trop compté là-dessus. Tandis qu'avec un gars comme Kopitar, ils auraient probablement eu une bien meilleure attaque. Les transactions auraient peut-être été faites en fonction de mieux stocker l'offensive. Et là, on le voit maintenant. Jakub Dobeš, c'est un choix de quelle ronde, Mathias? 5e. 5e. Fowler, alors, 3e, vois-tu... Ouais, Fowler, 3e. Alors, vois-tu, le Canadien, là, je pense que s'il gagne la Coupe dans les prochaines années ou se rend très loin, ça va être Dobeš ou Fowler devant les buts. Ça m'étonnerait que ça soit quelqu'un d'autre. Mais tu sais, il y en a repêché un paquet aussi. Oui, il y en a repêché un paquet, sur le tard. Oui, mais ils ont tous repêché loin. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de nom, entre guillemets, devant les buts du Canadien. Il n'y aura pas de Carey Price. Il n'y aura pas de Andrei Vasilevski. Il n'y aura pas de Roberto Luongo. Mais ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'une équipe peut gagner quand même avec un gardien de but qui fait le travail et une grosse équipe en avant. C'est pas ça que tu disais de Fowler récemment, là. Pour toi, ça allait être un nom. Ah, peut-être qu'il va le devenir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demeure pour le moment un choix de 3e ronde. Ouais. Carey Price, il était un nom quand il est arrivé. Okay. Andrei Vasilevski, il était un nom. Roberto Luongo, Martin Brodeur, c'est des gars qui étaient des noms et pour lesquels on a dépensé des choix de 1er ronde. Et à un moment donné, la tendance a été vers les directeurs gérants. Ah, les gardiens de but, on ne touche plus à ça dans le top 10, top 15, top 20. Et il y en a très peu qui ont été repêchés. Il y a eu Askarov, il y a eu Spencer Knight. À part ça, qui a été repêché dans le top 15-20 des gardiens de but? Il n'y en a pas beaucoup. Fait que, regarde, c'est un débat qui est futile parce que c'est fini. Price ne joue plus, Kopitar ne joue plus. On n'aura jamais la réponse. Mais il y en demeure pas moins que Kopitar, ça aurait été un choix très judicieux parce que peut-être que ça aurait changé la philosophie de construction d'équipe. OK. Tu es en verve, mon cher Simon, aujourd'hui. On a déjà frappé l'heure. Oui. Fait qu'on va avoir du petit boni dans l'épisode régulier. Puis on va vous annoncer bientôt notre façon de fonctionner pour nos abonnés en section boni parce qu'il n'y aura pas de questions. 3e bloc.
ton équipe de la semaine, Oui. les Bruins de Boston, dont on a parlé beaucoup. On en a parlé beaucoup, alors on ne passera pas une heure là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup parlé de l'évolution des Bruins, que j'aimais bien. Une équipe qui m'a laissé indifférente pendant bien des années parce que, bon, c'était construit un peu... c'était pas construit à la façon que j'aime. Tu sais, les choix élevés de repêchage, les super talents offensifs, là, évidemment, à part Pasternak. Mais là, moi, j'aime la tendance que les Bruins ont pris depuis l'année passée. J'ai aimé leur repêchage et j'ai aimé également... j'aime leur personnel de soutien, mais je trouve que, à part Pasternak puis Morgan Geekie, là, qui n'a pas fait des buts, ça manque de punch en attaque. Je les ai vus beaucoup cette année, je les ai vus en personne, puis il manque vraiment quelque chose. Alors, c'est bien beau avoir des Mark Kastelik et compagnie sur le 4e trio qui brassent la cage. À un moment donné, il faut que tu sois capable de marquer des buts. Et contre les Sabres, on a vu que c'était difficile de ce côté-là. Sauf que, dans les gars qui s'en viennent, premièrement, au moment où on enregistre, on ne sait pas encore s'ils vont avoir le premier choix de Toronto, dont Ça on va pourrait parler être la le semaine 6e prochaine. au Ça pourrait être total, le 6e. Je crois qu'ils ont besoin d'un défenseur pour rehausser un petit peu l'attaque de ce côté-là. Charlie McAvoy, c'est bien, mais ça en prend d'autres. Et ils ont repêché dans les dernières années, moi, des gars que j'aimais bien. Ils sont allés chercher, premièrement, pas repêché, mais ils sont allés chercher Will Zellers dans un échange qu'a donné Charlie Coyle. Et ensuite, on a repêché Dean Letourneau, un gars dont je doutais énormément parce que, bon, c'était un géant de 6 pieds 7. Puis moi, historiquement, j'ai toujours eu des réserves, mais il m'a énormément impressionné à l'université. Il retourne une 3e année, mais on va probablement le voir à Boston l'année suivante. Ensuite, on est allé chercher Fraser Minton dans l'échange de Brandon Carlo. Je pense qu'il peut faire un bon joueur de milieu d'alignement. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu à part ça? As-tu aimé James Higgins en fin de saison? James Higgins, je l'ai trouvé pas pire en fin de saison. Je pense pas que ça devienne nécessairement le meilleur joueur des Bruins de Boston, mais je pense que ça peut faire un solide top 6. Il est rapide, il est énergique et il a l'air à s'être bien adapté au style des Bruins. Tu sais, c'est pas un gars nonchalant. Les Bruins, il n'y a aucun joueur... La nonchalance n'est pas tolérée dans cette équipe-là. Puis je pense que Higgins, il a vraiment été... regarde, je vois solide top 6. Puis ils l'ont eu au 7e rang. N'oublie pas que c'est un gars qui était supposé sortir premier ou deuxième. Il y a eu une année peut-être un petit peu décevante l'année d'avant. Cette année, à Boston University, ça a bien été. Et finalement, l'autre dont je voulais te parler, le 4e joueur, c'est Cooper Simpson. Cooper Simpson, c'était ma carte cachée avec Zarovski l'année passée au repêchage. Il s'en va à l'Université de North Dakota l'année prochaine, donc il est quand même à une couple d'années de rejoindre les Bruins. Mais je pense que les Bruins, en ce moment, s'ils gardent le cap, ça pourrait redevenir éventuellement une équipe très dangereuse. Déjà, ils font les séries, ils prennent de l'expérience et ils ont toujours la marque de commerce des Bruins de Boston qui est de travailler toujours plus fort. Et regarde, ça va peut-être... Tu sais, on voit que la garde est en train de changer dans la division Atlantique. Les Bruins, les Sabres, le Canadien, ça pourrait lutter très fort dans les prochaines années. Tu nommes pas les Sénateurs. Je ne sais pas encore, les Sénateurs. On en a parlé la semaine passée. OK. Ça fait un bon tour d'horizon. Merci. Dernier bloc, Simon. Quand est-ce que tu vas annoncer ton coup d'éclat? On fait ça maintenant? Ben oui, on le Pour fait ta maintenant. portion Bonnie? Oui. Pas de questions. Pas de questions cette semaine, puis c'est pas parce qu'on n'aime pas les auditeurs. Ça va revenir la semaine prochaine, mais cette semaine, on a quelque chose de bien particulier, une première dans le cadre de Mathias et le Serpent. Explique-nous donc un peu le contexte qui a mené à cette invitation. Bien, le contexte, c'est que je suis allé au Gala Québec Cinéma au mois de décembre et j'ai croisé le légendaire cinéaste québécois Philippe Falardeau. Et Philippe, qui est un auditeur du podcast, on a commencé à jaser et j'avais entendu, moi surtout, Philippe, il y a une quinzaine d'années, dans le temps de CKC Sport, qui était l'ancêtre de BPM, radio sportive. Et à ce moment-là, j'entendais quelqu'un parler de sport, je crois que c'était football, puis je me disais, mon Dieu, cet invité-là, il est articulé puis il connaît son sport. Je me demande qui c'est. Je me suis dit, je pense pas que ce soit un ancien joueur, c'est pas un commentateur que je connais. Et là, j'arrive dans mon auto, puis j'ai voulu attendre, et c'est rare je fais ça, là. J'ai attendu la fin de l'entrevue. J'ai dit, faut qu'ils disent qui est-ce qui parle, c'est trop bon. Des fois, c'est long, ouais. Et à la fin, l'animateur a dit, merci beaucoup, c'était Philippe Falardeau. J'ai dit, wow. Alors, quand on s'est croisés pour la première fois qu'on se rencontrait de notre vie, j'ai eu le flash de
l'inviter à venir parler de sport, de cinéma et de cinéma sportif. Ceux qui aiment les films de sport, on va parler de films de sport. Puis, Tu m'as même demandé de faire ma liste. Oui, je t'ai demandé de faire une liste. Moi, j'ai fait une liste. Tu sais que j'ai failli faire un documentaire avec Philippe. En fait, on a commencé le tournage à l'époque. Oui. On suivait, ça s'est fait finalement avec Sophie Lambert, Bagarreur, Inc. Oui. Avec Danick Paquette. Oui, je me rappelle. On a eu beaucoup de meetings de production. On a commencé le tournage. Et là, la nouvelle tombe. Monsieur Lazare, son film, en nomination aux Oscars. Philippe n'a pas pu continuer. Oui. Pas beaucoup de Canadiens et surtout de Québécois. Très peu. Ont été en nomination aux Oscars. Denis Arcand avait gagné en 2003. Mais Philippe avait été nommé en 2011 pour l'excellent Monsieur Lazare. Ouais. Il y a eu aussi, je pense, Jean-Marc Vallée, ça se peut-tu? Pas personnellement, mais c'est film, oui. Oui, okay, c'est ça. C'est film, oui. Ouais. Oui, mais c'était des films américains. Oui. Oui, alors que Philippe a fait un film étranger, québécois. J'ai très hâte de jaser de mes passions aussi. Philippe a fait un film de boxe. Hein? Ouais. Le film Chuck, qui est sorti il y a une dizaine d'années, était l'histoire de Chuck Wepner, le boxeur qui a inspiré Sylvester Stallone pour faire le personnage de Rocky Balboa. Bon. On va y aller avec les étant donné qu'on n'a pas de questions après, on va... Ouais. Tu as choisi les meilleurs, j'imagine? La crème remonte aussi. Ils sont toutes bonnes. Hein? Ils sont toutes bonnes. On y va avec Mathieu Belchambert. Question pour Simon. Advenant que Matthew Nice devient disponible, être Chicago, serais-tu prêt à surpayer pour obtenir Nice? Serait-il l'élément manquant en attaque? Un peu comme quand les Devils ont réussi à ajouter Timo Meier à Hughes, Bratt et Isher. Sais-tu, Mathieu, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vraiment pas une mauvaise idée parce que Chicago, eux autres, ils ont besoin de bien entourer Connor Bedard. Oui, ça prend des marqueurs, mais ça va prendre également des joueurs top 6 fatigants, solides. J'aime juste pas le mot surpayé. Surpayé, non. Mais je pense que Chicago a suffisamment d'éléments, de jeunes, pas nécessairement qu'ils vont devenir tous bons, mais ils ont suffisamment d'éléments que Toronto, peut-être, pourrait piger là-dedans. Peut-être que John Chayka va tomber en amour avec Frank Nazar. Oui, quelque chose comme ça, ou peut-être même ce qu'on appelle des suspects, et non des prospects. Échangerais-tu Levchunov et Nazar pour Nice? Tout de suite. Oui. Tout de suite, demain matin. Tu vois, ça se peut qu'ils mordent. Ouais. Philippe Ira. J'aimerais connaître votre opinion sur le succès des Ducks et sur le rôle que les vétérans ont dans cette équipe. Est-ce que Carlson, Trouba et Kreider seront facilement remplaçables? Oui, c'est intéressant comme question parce que moi, lorsqu'ils ont fait l'acquisition de Trouba et Kreider, je me suis dit, des gars qui ne marchaient plus aux Rangers, des rejets, que c'est qu'ils font là? Jacob Trouba, il a vraiment eu une bonne saison à Anaheim. Puis 25 minutes par match en série, là. Oui. Puis Kreider aussi a eu une bonne saison. Carlson est arrivé sur le tard. On a donné un premier choix pour lui. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre, considérant les jeunes défenseurs qu'on a. Moi, le seul problème que j'ai avec les résurrections de joueurs un petit peu plus âgés à la Trouba, c'est est-ce que si après ça, tu lui donnes un contrat de 5 ans à 35-40 millions, est-ce qu'il va maintenir le rythme? Parce que là, il faut noter que Carlson, Trouba et Goudis, les 3 défenseurs droitiers ont le droit à l'autonomie complète à la fin de l'année. Voilà. J'espère qu'on va trouver une place à Tristan Luneau éventuellement à Anaheim. Sinon, échangez-le. PL Lapointe Vézina. Salut Simon. Tu parles souvent de mauvaises décisions au repêchage dans la sélection des espoirs et aussi fréquemment du fait que tu attends de voir par quelle équipe les espoirs seront repêchés avant de te prononcer sur leurs chances de succès. À quel point l'équipe repêchant un joueur joue-t-elle un rôle dans le développement et la projection du joueur? Exemple, Shane Wright repêché par le Canadien au lieu du Kraken, qui l'a envoyé dans 3 ligues différentes à 18 ans et qui l'a fait jouer 13 minutes par match cette saison. Bon, c'est un bon exemple, Shane Wright. Regarde, est-ce que Shane Wright, c'est nécessairement un bien meilleur joueur s'il était avec le Canadien? Je ne sais pas. Je pense, mais cependant, c'est vrai que si je fais, mettons, moi, je fais une liste de repêchage avant le repêchage, le lendemain du repêchage, ma liste varierait probablement un petit peu en fonction de qui l'a choisi. Qui l'a choisi, pourquoi? Oui, les coachs vont changer, les directeurs généraux vont changer, mais il y a quand même, à un moment donné, il y a des équipes où tu sens que la voie est ouverte pour un joueur. Et il y a d'autres équipes, tu dis, le chemin est vraiment bloqué. Alors, c'est sûr que ça peut influencer. Le rôle du développement.
Le développement, c'est quoi? Le développement, c'est pas juste travailler avec un coach pour pratiquer tes mises au jeu. Le développement, c'est aussi mettre le joueur dans la bonne chaise, dans la bonne équipe au bon moment. Shane Wright, on lui fait commencer l'année à Seattle. On l'envoie dans la Ligue américaine pour un stage de 2 semaines parce qu'on avait le droit de le faire. On l'envoie au championnat junior et après ça, on lui fait finir l'année au junior. Hey, pour la stabilité, là, on repassera. Moi, je pense qu'on s'est dit, lui, là, il passe l'année à Seattle, il est bon. Il est arrivé au camp d'entraînement, puis on fait, ouais, pas si bon que ça, finalement. C'est ça. On l'envoie dans la Ligue américaine. Peut-être que c'est une mauvaise évaluation. Toi et moi, on le trouvait pas terrible. Là. Moi, je l'avais 6e sur ma liste, malgré le fait que, bon... J'étais quand même généreux. Là. Oui, j'avais fait rire de moi pas à peu près. Puis aujourd'hui, je trouve qu'à 6e, j'ai été trop généreux. Ouais. Regarde, Shane Wright est correct, là, mais ça demeure vraiment un joueur de milieu d'alignement, qu'il soit à Seattle ou ailleurs. Il n'y a aucun doute, mettons, que des gars comme Slavkovski, Gauthier, qui ont été choisis avant lui, vont être bien meilleurs. Merci, Simon. Antoine, je vais prendre ton siège pour la portion Bonnie sur chaosport.tv, sport avec un S. Et tu es libéré. Merci les gars. Puis on te voit lundi prochain. Bye bye tout le monde. Salut.